Il est 19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de l'actualité. Beaucoup trop populaires, les vélos électriques sont un danger sur les routes polynésiennes. Leurs conducteurs sont désormais contrôlés, eux qui s'estimaient exemptés jusqu'à présent. 145 francs le kilo de copra de première qualité, soit le double du prix du marché international. Un coup de pouce du pays qui donne le sourire à certains copraculteurs. Les sanctions sportives à l'égard de la Russie font consensus au Fénois. Les athlètes ont totalement été mis hors jeu des compétitions. Les fédérations locales disent oui et prônent la non-violence. La Polynésie déplore un énième suicide. Il avait 28 ans et s'est donné la mort sur la voie publique en sautant d'un pont. Aurait-il pu être sauvé? Comment éviter le passage à l'acte? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec notre invité, le professeur Monique Seguin. Et enfin, notre Aïe fénois de ce soir, direction les îles sous le vent. À Taha, les pastèques sont en abondance. Elles permettent même aux plus jeunes de se former à l'agriculture. Terminée, l'anarchie des vélos électriques sur les routes polynésiennes. Leurs conducteurs sont dorénavant dans le viseur de la direction territoriale de la police nationale. Pour son directeur adjoint, l'absence de réglementation ne doit pas justifier le non-respect du code de la route. Car oui, les infractions sont nombreuses et les amendes risquent de pleuvoir. Stéphane Ratino, Jacques Damour. Ce n'est pas une surprise, les forces de police l'avaient dit, les vélos électriques feront l'objet d'une attention particulière, parce que la multiplication de ces engins depuis 2 ans commence à questionner le partage de la route entre les usagers. À ce jour, il s'agit de faire de la prévention et surtout de rappeler l'obligation de respecter le code de la route. Stop feu rouge, il y a parfois du laisser-aller. Très important, surtout avec tous les accidents qu'il y a eu dernièrement, donc on intensifie les contrôles. Qu'est-ce que vous ont dit les jeunes? Ils vous ont dit vous avez raison, on a compris ou pas? Oui, il a reconnu. Donc après, je lui ai rappelé un peu quelques règles qu'il fallait faire attention. Il était conscient, donc je lui ai expliqué comment il fallait aller régler l'amende et voilà. 16 000 francs d'amende, ça peut être une bonne pédagogie, vous croyez? Je pense, oui. À ce jour, pas d'accident mortel, mais déjà des blessés par une utilisation inappropriée de ces vélos. Une législation du pays est d'ailleurs attendue dans les semaines qui viennent pour poser un cadre réglementaire avec comme conséquence éventuelle casque, assurance, immatriculation. Alors s'il faut payer l'assurance, il faut acheter un casque. C'est pas aussi bien pour ceux qui ne peuvent pas payer tout ça, quoi. Déjà avec la bicyclette, quand ça abîme, tu es obligé de dépenser. Déjà là, tu dépenses beaucoup aussi. Sécurité routière, mais pas que, car les forces de police commencent à observer le goût immodéré de jeunes adolescents, moins de 14 ans, pour ce moyen de locomotion, et parfois des regroupements intempestifs qui interrogent. Au-delà du problème de sécurité routière, on peut être aussi confronté à des problèmes d'ordre public, tout simplement. Parce qu'une centaine de vélos électriques avec des jeunes, ça crée en plus, effectivement, ça peut créer de l'insécurité vis-à-vis des autres usagers. C'est impressionnant, quoi, Donc la DSP sera sur tous les terrains prévention et répression. Voilà, c'est toujours les deux leviers. On essaye de faire un maximum de prévention, mais à un moment donné, on sera obligé de passer à des actions plus répressives. Les contrôles vont donc s'intensifier. Si le vélo égale liberté, cela veut dire nullement anarchie. Cela fait 12 ans que le prix du copra n'avait pas évolué. C'est désormais chose faite, même si la revalorisation n'est pas très significative. Comptez 145 francs le kilo de copra de première qualité. Elle reste tout de même supérieure au tarif du marché international qui est de 70 francs. Les copraculteurs, eux, se réjouissent. James O, Patrick Sing Sing et Mathieu Allo. Situé à 920 km à l'est de Papeete, se trouve l'atoll de Hao. Depuis l'arrêt du centre d'expérimentation du Pacifique et le départ des militaires, une grande partie de la population est retournée vers le secteur primaire, la pêche et la copraculture. Depuis quelques jours, la nouvelle a fait le tour du village. Le prix du kilo de copra est revalorisé à compter d'aujourd'hui. C'est beaucoup mieux parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est très dur la vie, surtout pour les îles. Nous avons beaucoup de dépenses, surtout avec les montées de l'essence actuellement. Voilà, avec le pesage qu'il y a eu, on est très content de ce qu'on nous donne quand même si c'est 5 francs de plus. C'est beaucoup pour les îles.
Pour Teina Mareura, ancien maire de Rangiroa et fervent défenseur des intérêts des populations des archipels éloignés, cette revalorisation du prix du copra est légitime au vu du contexte économique actuel. Notre démarche est simple. Il faut aider les habitants des îles face à l'augmentation du coût de la vie. Le prix des hydrocarbures a augmenté, les prix des produits alimentaires ont augmenté. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement cette augmentation, même si pour moi, ce n'est pas suffisant. Depuis 2018, la production de copra a chuté de 30% sur l'ensemble du territoire. Mais selon le directeur de l'huilerie de Tahiti, les chiffres remontent depuis l'an dernier et l'augmentation du prix du copra décidée par le Conseil des ministres n'aura aucun impact sur les comptes de l'entreprise. En effet, chaque année, le pays attribue en moyenne 2,2 milliards de francs de subventions à cette filière dite prioritaire. Ça ne change rien véritablement pour l'huilerie de Tahiti, donc c'est vrai que cette demande d'augmentation du prix du copra venait de certains élus de l'Assemblée, essentiellement des îles. Est-ce que cette augmentation est justifiée selon vous? Je pense que oui. Il faut voir que le coût de la vie a augmenté sur les 10 dernières années et ça va faire presque 12 ans que le prix du copra n'a pas été augmenté. Et donc cette augmentation de 5 francs, je pense, est complètement justifiée. Exporté de manière quasi exclusive vers une raffinerie installée à Dunkerque, entre 6 000 et 8 000 tonnes d'huile brute de coco sont produites dans cette usine de Motuuta. Et sachez que le pays injecte chaque année entre 1 et 2 milliards de francs pacifiques pour préserver l'activité. Ils sont totalement exclus des compétitions internationales. Ce sont les sportifs russes qui ne pourront plus participer aux différentes épreuves mondiales. Les conséquences de l'invasion de l'Ukraine sont très lourdes dans le sport professionnel. Au Finnois, ces décisions font consensus au sein des fédérations locales qui prônent la paix. Il a posé les gants en échange d'une arme. Vladimir Klitschko a défié loyalement les meilleurs de la discipline. Champion du monde dans la catégorie des poids lourds, il a marqué l'histoire du sport ukrainien. Son adversaire aujourd'hui, la Russie. Mon pays est en guerre. Je ne peux pas rester là, les bras croisés. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis ici, prêt à rejoindre les troupes militaires ukrainiennes. Depuis les premiers coups de feu, tirer dans un ballon est devenu interdit pour les athlètes, clubs et sélections russes. La FIFA et l'UEFA les ont exclus de toute compétition internationale, notamment de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une décision partagée par la Fédération tahitienne de football. Il est bien évident que les sportifs sont contre la violence, puisqu'on prend la non-violence, on prend le respect, on prend le fair play. On ne peut pas être d'accord avec la guerre, ce n'est pas possible, sinon tu n'es pas sportif. En volleyball également, la Confédération européenne et la Fédération internationale de volley ont pris la décision de bannir la Russie et la Biélorussie de toutes les compétitions et même éloigner du monde au Fénois, on s'inquiète. C'est douloureux pour les sportifs de haut niveau et en même temps, on ne peut pas rester insensible, même aussi loin qu'on est dans les plus éloignés. Ce sont des envahisseurs, hein. Ce sont des envahisseurs et on n'a pas d'autre choix, c'est de repousser dans leurs limites, sur leur terre. La guerre n'a pas sa place dans le sport où respect et fair play règnent. Sur les réseaux sociaux, on partage des messages de paix et des photos lourdes de sens. Et selon l'AFP, les États-Unis vont interdire leur espace aérien aux avions russes, une sanction majeure déjà décidée par l'Union européenne et le Canada en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Alors que la campagne est figée par la guerre en Ukraine, le Conseil constitutionnel a publié un nouveau point sur la course au parrainage à l'élection présidentielle et 3 nouveaux candidats ont franchi cette barre. Éric Zemmour et sa rivale Marine Le Pen entrent officiellement dans la course. Une bonne nouvelle pour leurs soutiens locaux. Caroline Fary et Hubert Liao. À quelques jours de la clôture des parrainages, l'heure est au comptage. En Polynésie, le comité de soutien à l'Union populaire fait le point. Jean-Luc Mélenchon totalise à ce jour 808 parrains, mais difficile de savoir quels sont les élus polynésiens signataires de la liste. En Polynésie, à ma connaissance, il y a Moetai Broderson,
Après, la liste n'est pas encore sortie définitivement. Qu'est-ce qui est prévu par Jean-Luc Mélenchon pour la Polynésie ou pour l'outre-mer? Et principalement sur les énergies renouvelables pour les outre-mer, d'utiliser ce qu'il y a sur place, que ce soit la mer, que ce soit le soleil, pour tendre vers 100% d'énergie renouvelable, avec un budget à l'échelle de la Polynésie qui serait de 120 milliards de francs pacifiques, rien que pour la Polynésie, contre 7 milliards pour Macron. Côté reconquête, le candidat Éric Zemmour, en retard sur ses parrainages il y a peu, compte aujourd'hui 620 signatures, dont 30 en Outre-mer. Son soutien au plan local annonce une vingtaine de signataires polynésiens. Après avoir flirté avec Oscar Temaru et Gaston Floss, Tauhiti Nena prône l'État associé. En ce qui me concerne, j'ai toujours été souverainiste, donc on garde le cap, quoi. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun président de la République qui voudra que la Polynésie soit indépendante, mais qu'on puisse dialoguer et que la population, les Polynésiens, puissent décider. La candidate du Rassemblement national recueille, elle, 503 parrainages. Son représentant en Polynésie annonce 8 signatures officielles d'élus polynésiens, mais dénonce un système scandaleux. C'est quand même anormal qu'une candidate qui a fait 11 millions de voix au deuxième tour de l'élection en 2017 doive stopper sa campagne. Tout le monde doit se mettre sur le pont pour pouvoir obtenir ses parrainages. Je ne sais pas, la population attend des débats, attend qu'on échange. Et qu'aujourd'hui, quand je vois donc notre président local, Édouard Fritsch, qui bloque pratiquement 80 parrainages, alors que le maximum de parrainages dans les régions ou dans les départements est de 50. Le président sortant, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, atteint déjà les 1785 signatures. Mais c'est Valérie Pécresse qui domine à ce jour le nombre de soutiens, avec 2457 parrainages. La liste officielle des parrainages sera rendue publique le 7 mars par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Et ce sera peut-être un sujet qui sera défendu dans les programmes. Les dépenses de l'État en Polynésie ont bondi de 7% en 2021, 214 milliards de francs pacifiques pour maintenir les dispositifs d'aide exceptionnelle déployés au bénéfice des structures polynésiennes. Mais pas seulement, un peu plus de la moitié du budget annuel a été consacré au renforcement des compétences du pays au travers de partenariats dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore du logement. La participation de l'État a notamment permis la construction de 10 logements collectifs à Fa'a. Les communes aussi en ont bénéficié. Le haut-commissaire Dominique Saurin nous en dit plus au micro de Patrick Sing Sing et Méritou Matariri. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont faites parce que la Polynésie est un territoire français et donc il est tout à fait légitime qu'au titre de la solidarité nationale et du mode de fonctionnement de l'État, que des dépenses soient réalisées sur le territoire de la Polynésie française. Et ceci a été renforcé aussi au titre encore plus de la solidarité nationale pendant cette crise sanitaire, parce qu'il y a des dépenses très importantes qui ont été faites depuis le début de la crise en 2020 en matière sanitaire. Lorsqu'on additionne les aides aux entreprises, les aides du plan de relance nationale, plus les vaccins, le personnel médical, on est très légèrement supérieur à 30 milliards de dépenses de plus sur ces 2 années. Alors que les cliniciens et les psychologues tentent de trouver des solutions pour prévenir le suicide, un jeune homme de 28 ans s'est donné la mort aujourd'hui sur la voie publique. Il a sauté du pont situé face à l'aéroport de Fa'a. Après une chute de 4 mètres de hauteur, il a succombé à sa chute malgré l'intervention du SAMU et d'un chauffeur de camion qui lui a prodigué les premiers gestes de secours. Un accident qui a perturbé la circulation routière durant 2 heures. Alors, quelle réponse face à ces actes? Nous allons tenter justement de les trouver avec vous, professeur Monique Seguin-Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de La Première. Vous êtes spécialiste de la prévention du suicide et chercheuse à l'Université du Québec, au Canada. Une première réaction d'abord sur ce malheureux fait divers. Nous n'en connaissons pas les causes, mais est-ce que ce drame aurait pu être évité selon vous? On ose espérer que tous les drames, tous les décès par suicide auraient pu être évités parce que les personnes qui décèdent par suicide, ce sont des personnes qui souffraient beaucoup, qui devaient avoir beaucoup de mal-être et malheureusement, pour toutes sortes de raisons dont on ne connaît pas,
on n'a pas trouvé, ou ces individus n'ont pas trouvé l'aide appropriée. Et effectivement, c'est tout à fait triste. Et ce soir, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en deuil. En Polynésie, les chiffres dont nous disposons datent d'il y a 10 ans et il semblerait même qu'ils soient sous-estimés. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème important parce que la sous-déclaration des décès par suicide fait en sorte de minimiser un problème qui est peut-être plus important et plus aigu. Et ce faisant, on ne met pas les ressources nécessaires pour trouver les actions de prévention qui devraient être mises en place. Et est-ce que cela veut dire aussi que finalement le suicide n'a pas été considéré comme un problème de santé publique majeur par les différents gouvernants? En fait, en Polynésie, je ne sais pas, mais de façon générale, le suicide est considéré par toutes les instances, les gouvernements, l'OMS, comme un problème de santé publique. Donc, ce n'est pas un problème que individuel et que clinique, c'est un problème de santé publique. Et justement, dans cette perspective-là, une équipe de chercheurs vont mettre en place une grande étude dans les territoires outre-mer, dont la Polynésie, pour mieux comprendre les causes individuelles des décès par suicide. Pas que des données épidémiologiques, mais les causes. Donc, l'équipe cherche à identifier dans la trajectoire de vie des personnes décédées par suicide quels sont les événements qui ont jalonné la vie, les difficultés, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé et où on aurait pu intervenir en amont, pas que dans les mois avant le décès par suicide, mais aussi en amont à travers le parcours de vie. Alors, l'enquête dont vous parlez justement, elle est baptisée Autopsome et c'est votre méthode qui va être utilisée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, nous avons développé une méthode pour aller à la rencontre des proches ayant perdu quelqu'un par suicide. Donc, nous rencontrons, et c'est vraiment un appel à la population parce qu'on a besoin de leur aide. C'est un problème de santé publique, ce n'est pas un problème qu'individuel, et on a besoin de l'aide des proches ayant perdu quelqu'un par suicide. Sachant que c'est souvent qu'il peut y avoir de la stigmatisation, qu'il peut y avoir des tabous associés au suicide, souvent les proches osent peu en parler. Alors, les chercheurs demandent l'aide des proches et on veut vous rencontrer. Nous allons aller chez vous, nous allons passer plusieurs heures avec vous pour essayer de refaire l'histoire, la trajectoire de vie de votre proche décédé pour mieux comprendre comment on aurait pu éviter ce drame-là et pour faire en sorte de développer des actions de prévention qui pourraient éventuellement éviter d'autres drames comme ceux-là. Une enquête qui va démarrer cette année justement et les premiers résultats seront dévoilés en 2024. Merci beaucoup, professeur Monique Seguin, pour toutes ces explications sur la première. Je rappelle aussi qu'une conférence sur les thèmes du suicide, le psychotrauma et la cellule d'urgence médico-psychologique se tiendra jeudi à partir de 19h dans un hôtel de Haroué et samedi, un regroupement est prévu de 13 à 16h à la mairie de Piré à l'occasion de la Journée nationale de la prévention du suicide. Plaidoyer pour une prévention partagée. L'association SOS Suicide invite les associations et les confessions religieuses pour les sensibiliser à la problématique. Ce 1er mars fait date dans l'histoire des médias polynésiens. Pacific Pirate Media est un nouveau-né signé Dominique Schmidt. Ce magazine digital lancé aujourd'hui se veut ouvert et participatif en respectant l'esprit de l'hebdomadaire Tahiti Pacific. Il voit le jour grâce à des fonds propres pour garantir son indépendance éditoriale. On termine ce journal par une escale à Ta'a. La culture de la pastèque est une histoire de famille. John Ha'avihia cultive en effet ce fruit depuis toujours et il pousse tellement en abondance que la récolte se fait à plusieurs. Alors les neveux mettent la main à la pâte, mais pour eux, cela est une récompense puisqu'ils sont formés à la culture biologique. C'est notre Aïfenois de ce soir, signé Hitimanaki. C'est en 2011 que John se lance dans la culture bio, un label obtenu récemment. Convaincu, il nous assure qu'il est possible de faire des miracles, même sans aucun produit chimique. À l'entendre, une symbiose entre la terre et lui qui s'est instaurée. Et quand tu travailles avec la douceur de ton travail, et tu vois les plantes sont heureuses.
C'est ça que j'aime, travailler avec eux. En l'absence d'eau courante sur le moto, John a dû faire preuve d'imagination puis d'organisation pour contrer à cet handicap et arroser ses plantations tout en apportant la matière première qui est la terre nécessaire à la culture. C'est filtré par les racines, c'est l'eau même, mais filtré par les racines et la boue. Et c'est bon pour les plantes. Tu sépares les cailloux et toi-même, c'est les bonnes terres. Et cette terre-là, je mélange avec les arbres. Sur sa petite parcelle d'exploitation et avec l'aide de ses neveux, il arrive à produire 300 kg de pastèques par jour de récolte. Et pour Homana, son neveu, l'entretien des tranchées qui hébergent les plants de pastèques est une priorité absolue. Pour ne pas que les lianes poussent entre les chemins, c'est pour nous, pour passer entre... Voilà. Pour arroser, c'est facile pour arroser. Pour récolter aussi, c'est facile. Tu peux pousser ta brouette dans les petits chemins. Veimato, le petit frère, est élève à la maison familiale rurale de Taha. L'occasion idéale pour qu'il puisse mettre en pratique la théorie apprise à l'école. En fait, chaque mois, je travaille 2 semaines ici avec mon tonton au champ de pastèques. Et voilà. Pour moi, pour plus tard, comme ça, je pourrais préserver ma terre, ne pas en fait, abîmer la nature, respecter. Ici, il y a différentes manières de vendre ces fruits. Au bord de la route, sur une table pour la plupart des clients, les habitués, eux, commandent directement leur quota jusqu'à 100 kg pour un acheteur. Comme ça, comme il y a des gens qui veulent des commandes pour 150 kg, 100 kg, moi, je m'occupe tout d'abord d'eux et après, je m'occupe de ma petite table, un peu par jour, combien de kilos je fais par jour. À Taha, ce n'est pas le travail qui manque. Même par mauvais temps, il n'y a pas lieu de s'ennuyer. Même le tonnerre n'arrête pas ces magiciens de la culture. Et comme le souligne l'adage, pas de repos pour les braves. Et il sera question d'éducation demain dans votre émission L'Invité Café. Pépin Moukamtse, le proviseur du lycée hôtelier, parlera des projets de l'établissement qui vient de célébrer son 18e anniversaire. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce mardi soir. Les vélos électriques dans le collimateur des forces de l'ordre. En attendant que l'Assemblée de Polynésie légifère sur ces appareils et les intègre dans le code de la route, les agents de la DSP ont mené ce matin une campagne d'information auprès des utilisateurs de ce moyen de transport. À la une de votre quotidien, La Dépêche titre sur les soins à l'hôpital qui seraient surfacturés et qui sont jugés illégaux par le tribunal administratif. À suivre sur La Première, 2 épisodes de la série dramatique britannique Cobra, puis vous saurez tout sur les enquêteurs français du BEA dans l'émission Les Détectives du Ciel. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Sachez que demain, nous serons en direct sur nos 3 antennes à partir de 11h25. Édouard Fritsch fera une allocution. Je cède ma place à Cybèle Plichard pour votre journal télévisé demain soir et je vous retrouve jeudi avec plaisir. Portez-vous bien et très belle nuit sur La Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.